Est-ce que la Gaspésie, c'est la plus belle région au Québec? La Gaspésie est une terre de légende, où les montagnes majestueuses rencontrent l'immensité de la mer, offrant des panoramas à couper le souffle. C'est une région où l'air salin et les paysages spectaculaires invitent à l'aventure. Que ce soit en parcourant la route côtière, en explorant les sentiers des Monts Chic-Chocs ou encore en découvrant le célèbre Rocher Percé. Avant de commencer notre petit voyage, on va commencer avec un peu de géographie. Ce qu'on appelle aujourd'hui la péninsule de la Gaspésie comprend quelques 21 000 km², soit environ la taille de la Belgique. Le nom Gaspésie vient du mot Gaspé, qui lui vient du terme mi'kmaq gespeg, qui signifie la fin des terres. Et on peut comprendre pourquoi. On dirait une magnifique langue, ou encore un arc qui s'élance vers la mer. Un magnifique territoire, balayé par la mer et traversé par la chaîne de montagnes des Appalaches. Le mont Jacques-Cartier, point culminant des monts Chic-Chocs, s'élève à quelques 1270 mètres et fait aujourd'hui partie du parc national de la Gaspésie. Avec ses magnifiques plages, ses 4 parcs nationaux et sa riche culture locale, la Gaspésie est une destination idéale pour les amateurs de plein air, d'histoire et de plaisirs gourmands. Que vous soyez en quête de détente ou d'expériences uniques, cette péninsule vous promet des souvenirs impérissables. Mais c'est aussi un lieu qui est chargé d'histoire. Et pour ça, je vous amène dans un lieu historique très important. Les premières traces de la vie sur Terre sont datées de l'époque du Cambrien, soit il y a plus de 600 millions d'années. On va découvrir sur le site actuel du parc de Miguacha, là où je me trouve actuellement, des fossiles particulièrement rares et bien conservés, comme ceux de Ostéroptéron fordi. Mais il y a un surnom, oui, on l'appelle aussi le prince de Miguacha ou encore le poisson avec des pattes. Olivier Maton écrit à son propos, et je le cite, « L'ossature interne de ses nageoires paires avant, appelée nageoire pectorale, est similaire à celle du bras et de l'avant-bras des tétrapodes, et donc aussi des humains. » On parle ici d'un spécimen vieux de 380 millions d'années, à l'époque où la région où je me trouve actuellement, Miguacha, était sous un climat équatorial. Les premières découvertes de ces spécimens-là vont être faites au 19e siècle et de plus en plus de scientifiques vont débarquer ici pour voir s'il y aurait d'autres types de spécimens de ce genre-là. Et ils ne seront pas déçus. Les traces que l'on trouve ici datent de la période du Dévonien, soit de 416 à 359 millions d'années. Bref, il y a un méchant bout de temps. On va aussi découvrir un autre spécimen, en fait, le seul spécimen complet de l'Elpistotège watsoni. On l'appelle tout simplement Elpi ici, c'est plus simple. On va le découvrir il y a une quinzaine d'années et ça va attirer plein de scientifiques. On pense que Elpi serait le chaînon manquant pour comprendre le passage de la vie aquatique à la terre ferme. On retrouve aussi à Miguacha un spécimen particulièrement intéressant. Du moins, moi en tout cas, je l'aime. Son nom. C'est son nom que j'aime. Le Québessus québécensis. Et lui aussi, il serait issu de la période du Dévonien. Aujourd'hui, tout le monde peut visiter le site fossilifère du Parc national de Miguacha et je vous invite à venir. C'est particulièrement impressionnant. Le site est reconnu mondialement pour l'exceptionnelle qualité de conservation de ses fossiles, en plus d'être inscrit sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut donc fouler le même sol que les premiers poissons qui se sont aventurés pour lancer cette grande aventure de la vie. En Gaspésie, c'est seulement il y a plus de 8000 ans qu'on voit les premiers habitants s'établir ici. À l'époque, 3 nations autochtones étaient présentes sur le territoire, les Mi'kmaq, les Inuits et les Iroquoiens. Ce dernier groupe-là, les Iroquoiens, sont semi-sédentaires. Ils parcourent un territoire qui va de l'actuelle Côte-Nord à la Gaspésie, mais c'est surtout entre Cornwall et l'actuelle île aux Coudres que l'on retrouve leurs premières installations. D'ailleurs, l'été, plusieurs Iroquoiens quittent le village de Stadacone pour se rendre ici, sur la péninsule. Et ça va être ces Autochtones-là que Cartier va croiser en 1534. Comme l'écrivent Marc Desjardins et Yves Frenette, et je les cite, « Ils remontent ainsi les 2 rives de l'estuaire, se rendant jusqu'à l'extrémité de la péninsule gaspésienne qu'ils appellent Onguedo. Ils se rendent ici pour pêcher.
mais vont commencer à quitter la vallée du Saint-Laurent au milieu du 16e siècle et vont plus fréquenter la péninsule à partir de ces années-là. Les Inuits fréquentent eux aussi le territoire, mais se concentrent surtout sur la rive nord du Saint-Laurent. Avant l'arrivée des Français, ils viennent sur la péninsule, mais avec le commerce des fourrures qui prend de l'expansion avec les Européens, ils vont parcourir le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie avec plus d'assiduité au 17e siècle. La nation autochtone la plus présente en Gaspésie et qui va même être qualifiée de Gaspésiens par les Français, ce sont les Mi'kmaq. Ils sont installés dans ce qu'on qualifie aujourd'hui de province maritime, ainsi qu'en Gaspésie. Comme le signalent Marc Desjardins et Frenette, et je les cite, « Les Mi'kmaq de la période du contact vivent en bandes nettement découpées, pratiquant un nomadisme restreint et une horticulture d'appoint ajustée à une économie dépendante des ressources aquatiques. » Les historiens et les archéologues évaluent leur nombre entre 2000 et 35 000 individus, mais la plupart semblent s'entendre sur 6 000 au moment de la rencontre avec les Européens. Cependant, ce nombre-là va rapidement chuter, notamment en raison des guerres et du choc microbien. En 1765, ils ne sont plus que 93. 93. Les Mi'kmaq vivent essentiellement de pêche, qui pratiquent dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, entre la côte nord et les îles de la Madeleine, en passant par l'île d'Anticosti et Terre-Neuve. Nicolas Denis, au 17e siècle, écrit à propos de leur technique de pêche, et je le cite, « Ils se servent encore d'une autre invention au plus étroit des rivières, où il y a le moins d'eau. Ils font une palissade de bois tout au travers de la rivière pour empêcher le poisson de passer. Au milieu, ils laissent une ouverture, en laquelle ils mettent des nasses, comme celle de France, en sorte qu'il faut de nécessité que le poisson donne dedans. Ces passes, qui sont plus grandes que les nôtres, ils les lèvent 2 ou 3 fois par jour. Il s'y trouve toujours du poisson. » D'ailleurs, à propos des Mi'kmaq, je me trouve actuellement au site d'interprétation de Gaspé et on va aller voir ce qu'on peut y trouver. Mon nom est Kelly Castinette et je suis la directrice du site d'interprétation Mi'kmaq de Gaspé. Le site d'interprétation a été créé pour partager l'histoire des Mi'kmaq de Gaspé. Ça a été créé en 1997 avec les membres de la communauté. Donc, tout ce qu'on peut retrouver sur le site a été emmené ici à main par chaque employé qui y travaillait il y a plus que 30 ans. Oui. Linda-Louise Tim Adams. Mon nom, c'est Tim Adams, du Nation Mi'kmaq de Gaspé. Je suis guide-interprète au site d'interprétation Mi'kmaq de Gaspé. Ici, on a perdu notre langue. Nous, on a eu le premier contact, effectivement, les Mi'kmaq de Gaspé. Donc, on était déjà assimilés avant que le Canada existe ici à Gaspé. Fait qu'on n'a pas de réserve. On était déjà intégrés dans la population, avec les Irlandais, les Français, les Acadiens, puis tout ça. Nos ancêtres, ils vont pêcher du saumon le 1er mai jusqu'à fin septembre à chaque jour. Au coucher du soleil, ils n'arrêtent pas de pêcher. C'est avec la lune. S'il n'y avait pas de lune, c'est au flambeau. Toujours de la pêche. Fait qu'on va être dans un canot, sur une roche dans le milieu de la rivière ou sur le bord d'une falaise. Le saumon passe. On le rentre dedans, puis on peut le sortir avec ça. On est le 24 juillet 1534. Le navigateur français Jacques Cartier arrive ici. En fait, on pense qu'il arrive ici. Il va planter une croix sur les rives de la Gaspésie. Mais il y a aussi d'autres théories. Une de celles-là voudrait que Jacques Cartier aurait planté sa croix à Penouille, là où je me trouve actuellement. Quelque part par ici, là. En tout cas, on pense, on n'est pas sûr. D'autres pensent que c'est au berceau du Canada, où j'étais. Mais pour avoir le fin mot de l'histoire, je vous conseille d'aller lire les livres et les articles de Mario Mimo. Je vais tout vous mettre en description. Symboliquement, il va prendre possession du territoire au nom de la couronne de France. Mais comme on le sait, il y avait déjà du monde ici. D'ailleurs, Jacques Cartier a rencontré des Autochtones. Il va rencontrer 200 Iroquoiens qui étaient de passage dans la région pour venir pêcher. Mais ce n'étaient pas les premiers Autochtones qu'il avait rencontrés. Il avait aussi rencontré des Mi'kmaq dans la baie des Chaleurs, à Passepébiac, à Carleton et à Port-Daniel, les lieux actuels bien sûr. Parce que vous l'aurez compris, c'est pas juste les Français qui entrent en contact avec les Autochtones pour la première fois, mais les Autochtones aussi qui entrent en contact avec les Français. C'est un échange, ce sont des grandes rencontres.
Et même si les Français disent qu'ils prennent possession du territoire, symboliquement, il y avait déjà du monde ici. Donc, ils ne prennent possession de rien. Peut-être qu'ils décident qu'eux, ils vont s'établir ici. Mais il y a déjà des populations ici, les Autochtones, les Mi'kmaq et les Iroquois qui sont de passage. Depuis près de 500 ans, la pêche à la morue occupe une place centrale dans l'histoire et la culture du Canada atlantique, mais plus précisément ici, en Gaspésie. Principalement pêchée dans l'Atlantique Nord-Ouest et le golfe du Saint-Laurent, la morue a alimenté l'une des plus riches zones de pêche commerciale du monde. Bien avant l'arrivée des explorateurs et des pêcheurs majoritairement européens, la pêche est une activité essentielle pour les populations Mi'kmaq sur le territoire. Depuis le 16e siècle, les contacts sont établis entre les populations autochtones et les Européens. Dans le contexte des explorations européennes, on va rapidement réaliser la richesse des eaux gaspésiennes. C'est par la suite que les pêcheurs vont venir s'établir ici de façon quasi permanente sur une base saisonnière. Dès les années 1550, la Gaspésie attire de plus en plus de pêcheurs européens, notamment des Normands, des Bretons, des Espagnols et des Français. Chaque année, on les retrouve à Passepébiac, où je me trouve actuellement. On peut d'ailleurs visiter le site et c'est magnifique. Mais aussi, on les voit à Pabot, à Grande-Rivière, dans la baie de Gaspé et même à Matane. Toujours à partir des mêmes années et pendant 3 siècles et demi, la vie quotidienne des pêcheurs est conditionnée par la morue. Ah, la morue! L'étalon d'or de la région. La pêche à la morue s'effectue principalement à la ligne à partir de petites embarcations. Une fois capturée, la morue va être immédiatement traitée sur place. Elle va être éviscérée, salée et séchée sur des vigneaux. Des structures en bois, là, comme vous voyez derrière moi, et tout ça, ça va être disposé sur les plages de galets. Ce processus de transformation permet de conserver la morue pour son exportation vers l'Europe, où elle est très prisée. La pêche à la morue devient rapidement une activité économique majeure, surpassant même le commerce des fourrures en importance. L'intérêt marqué de la pêche à la morue va progressivement amener la création de postes permanents de pêche, postes qui vont servir de base pour les futures colonies européennes, marquant le début d'une occupation plus durable de la région. Avant 1760, la Gaspésie n'est qu'une immense grave, une plage de galets où l'on fait sécher le poisson. Mais les choses vont être appelées à changer. Sous le régime britannique, la pêche va prendre son essor grâce à des compagnies venues de l'île de Jersey. La plus connue, la Charles Robin and Company, qui va dominer toute la baie des Chaleurs, tandis que d'autres entreprises concurrentes s'installent un peu partout sur les côtes de la Gaspésie. Ces compagnies ne se contentent pas d'exploiter la morue, elles importent aussi leur savoir-faire et même leur style architectural, si bien que leurs bâtiments vont peu à peu transformer le paysage gaspésien. En 1812, un certain John Leboutillier débarque ici, à Passepébiac, et décide de s'engager dans le commerce des pêcheries. Il commence modestement comme employé chez Charles Robin and Company, une grosse entreprise de pêche de l'époque. Il va bientôt grimper les échelons et devient responsable de la succursale de Percé. En 1833, il change de cap. Il s'associe avec François Buteau, un marchand de Québec. Ils lancent leur propre affaire, spécialisée dans la morue salée et séchée. Bientôt, Leboutillier va s'installer à Gaspé. Quelques années plus tard, en 1839, après le départ de Buteau, il va créer sa propre entreprise, la John Leboutillier and Company. L'entreprise se développe rapidement, avec des postes de pêche un peu partout en Gaspésie, et elle vend sa morue jusqu'en Europe, en Amérique du Sud et même dans les Antilles. Elle devient alors la principale rivale de la Charles Robin and Company. Aujourd'hui, l'ancien poste de pêche de John Leboutillier, construit entre 1850 et 1860, est devenu un joyau historique. D'ailleurs, là où je me trouve actuellement, à Passepébiac, il y a un magnifique musée que je vous propose d'aller visiter ensemble. Lucette Parisé, guide ici au site historique national de Passepébiac depuis 2000 ans. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu du gros bâtiment, l'immense, je dirais, bâtiment qu'on a ici, qu'on appelle le Bibi. Le Bibi, naturellement, c'est pour le Leboutillier. Alors, vous voyez les portes aussi, les portes de ce bâtiment-là, on voit qu'on en a beaucoup.
C'est tout simplement, c'est un système de ventilation. Parce que ce bâtiment-là est quand même l'entrepôt pour les produits d'importation et exportation, dont la morue salée séchée avant qu'elle parte. Alors, c'est pour ça qu'on ouvrait toutes les portes pour faire ventiler. Et qui a construit le bâtiment? C'est les gens d'ici. C'est nos bâtisseurs, les gens de Passepébiac. Oh non, oui, dans le temps. Dans le temps, avec nos gens de Passepébiac, de l'île de Jersey, alors ils ont construit ce bâtiment-là. On voit bien le nom, BB, entrepôt des Laboutier Brothers. Et en ce qui concerne le manoir Le Boutier, on peut encore le visiter aujourd'hui. D'ailleurs, on va y aller ensemble. Eh oui, me voilà maintenant devant le manoir Le Boutier, qui est aujourd'hui classé comme un monument historique et lieu historique national du Canada. Avouez que c'est beau quand même, hein? Bien plus qu'un simple témoin de l'histoire gaspésienne, il accueille des expositions, des visites guidées et des activités culturelles, en plus de jouer un rôle central dans la vie culturelle de la région. On y organise des événements, des ateliers éducatifs et des expériences immersives qui permettent aux visiteurs de plonger dans le passé, tout en le connectant au présent. Grâce à des animations engageantes et à l'implication de la communauté locale, le manoir est devenu un lieu vivant où l'histoire se raconte de manière originale et accessible, au cœur même de la Gaspésie. Et d'ailleurs, on va aller faire un tour ensemble si vous le voulez bien. Léa Kim Pacoud, guide-interprète au manoir Le Boutier. Donc ici, on a John Boutier et Élisabeth Robin. Élisabeth est la fille illégitime de Philippe Robin, que c'est lui qui était à la tête quand que John est venu à Passepébiac. Elle est illégitime parce qu'elle a été conçue hors mariage, donc elle n'a aucune part de l'entreprise des Robin quand son père est mort. Mais c'est un mariage d'amour parce que dans le fond, John s'est converti au catholicisme pour se marier avec sa femme. Ils ont eu plusieurs enfants, puis c'est sa femme qui s'occupait de la compagnie quand que John était en voyage pour la politique. Vous voyez que peut-être je me trouve à un autre endroit, à Rivière-au-Renard, village vraiment important dans l'histoire de la pêche. Au cours du 17e siècle, c'est juste un petit poste de pêche, qui est saisonnier. Mais dans les années 1740, le hameau va être identifié par les cartographes français en voyage. Après la conquête britannique, Rivière-au-Renard va faire partie de la municipalité Canton de Fox, qui vient de Charles James Fox, un homme politique britannique. Il va falloir attendre 1971 pour que le territoire de Rivière-au-Renard soit annexé à Gaspé. Ce lieu-là, où je me trouve actuellement, est considéré comme la capitale des pêches du Québec, mais aussi de l'exploitation et de la transformation de la ressource halieutique. La pêche demeure, de loin, l'activité économique principale. On y compte 116 embarcations, ce qui en fait le plus grand port de pêche au Québec. Je vous parle de tout ça parce qu'il est possible aujourd'hui de participer à une grande immersion de pêche en haute mer avec l'expérience Cap au large. Partez pour une aventure captivante où tradition et savoir-faire se rencontrent, le tout dans un décor aussi vrai que nature. C'est un film immersif qui plonge dans le quotidien des pêcheurs d'aujourd'hui, un métier exigeant, nourri par des gestes transmis de génération en génération. Une fois de retour sur la terre ferme, vous allez découvrir l'étonnante histoire de Rivière-au-Renard, un village au riche passé maritime, forgé par plus de 200 ans de pêche. On y apprend comment ce petit coin de la Gaspésie a joué un rôle clé dans l'industrie et on revient sur des moments marquants, comme la révolte des pêcheurs de 1909, qui a laissé une empreinte forte sur la région. Je viens tout juste d'arriver à Cozaspscal, sur le site patrimonial de pêche de Matamaja, qui est un lieu très important pour comprendre l'histoire de la pêche au saumon au Québec. Et question d'y voir un peu plus clair, on va aller visiter le musée ensemble. Venez-vous-en. Edith Ouellette, directrice du site patrimonial de pêche Matamaja. Fait que le site patrimonial de pêche Matamaja, c'est un lieu emblématique qui raconte l'histoire de la pêche au saumon.
l'histoire qui a commencé avec les Premières Nations qui ont été les premiers à venir pêcher à Matamaja, jusqu'à aujourd'hui où on parle de la préservation de la ressource. C'est aux alentours de 1870, lorsque George Stephen est arrivé ici, qui était président du Canadien national. Puis lui, il est tombé en amour avec le site. C'était un pêcheur au saumon aguerri. Fait que c'est là qu'a débuté les premiers pêcheurs sportifs qui sont venus pêcher le saumon. Juillet 1760. Alors que le destin de la Nouvelle-France bascule, un dernier combat naval oppose Français et Britanniques dans l'estuaire de la rivière Ristigouche, en Gaspésie. Juste ici. Cette bataille-là, souvent méconnue du grand public, va marquer le dernier effort de la France pour sauver sa colonie d'Amérique du Nord, déjà largement envahie par les troupes britanniques. Depuis la prise de Québec en 1759 avec la bataille des Plaines d'Abraham, la Nouvelle-France est en sursis. Montréal est encerclé. Les renforts français ne parviennent plus à franchir l'Atlantique en raison du blocus britannique. Pourtant, au printemps 1760, un convoi dirigé par le capitaine François Chenard de la Giraudet quitte Bordeaux à bord de la frégate le Machot, accompagné de quelques navires marchands et chargés de vivres, de munitions et d'armes. Leur objectif, ravitailler les troupes françaises encore présentes et soutenir la résistance contre l'envahisseur. Mais les Britanniques veillent. En apprenant l'arrivée de ce convoi, une escadre britannique menée par le capitaine John Byron est envoyée pour l'intercepter. La Giraudet, comprenant qu'il ne pourra atteindre Québec ou Montréal, va se réfugier dans la rivière Ristigouche, qui se jette dans la baie des Chaleurs. C'est ici, la rivière Ristigouche, et il va espérer y trouver la protection naturelle des rives, mais surtout le soutien des Acadiens et des Mi'kmaq, toujours fidèles à la cause française. Le 8 juillet 1760, les navires britanniques remontent la rivière et lancent l'assaut. Malgré une défense courageuse, disons ça comme ça, les Français, en infériorité numérique et surtout mal équipés, ne peuvent pas rivaliser. La bataille dure plusieurs jours. La Giraudet va choisir de s'aborder le Machot pour ne pas le voir capturé. C'est la fin. La dernière flotte française a été vaincue. La bataille de la Ristigouche ne changera pas le cours de la guerre, mais elle symbolise le dernier sursaut de la Nouvelle-France. 2 mois plus tard, en septembre, Montréal capitule. En 1763, le traité de Paris met fin officiellement à la guerre de 7 ans, ce qu'on appelle ici la guerre de la conquête. La France cède le Canada à la Grande-Bretagne. Le rêve de l'Amérique française prend fin. Aujourd'hui, on peut découvrir l'histoire de cette bataille au lieu historique national de la bataille de la Ristigouche, où je me trouve actuellement, témoin de la ténacité des derniers défenseurs d'un monde en train de disparaître. Maggie, on est aujourd'hui au lieu national de la bataille de Ristigouche. Qu'est-ce qu'on y trouve et quelle est l'histoire de ce musée-là? Bien, tout d'abord, on découvre l'histoire du dernier combat naval entre la France et la Grande-Bretagne, mais on a aussi un volet archéologie subaquatique parce que pour retrouver l'histoire, il a fallu faire des fouilles archéologiques, on dit subaquatiques. Donc, de 1969 à 1972, il y a une équipe de Parc Canada qui a été fouiller le fond de la rivière Ristigouche afin de révéler l'épave du navire le Machot. Oui, parce qu'il a été sabordé, comme on l'a dit tout à l'heure, et il y a des plongeurs qui sont allés là pour extraire des objets qui se retrouvent aujourd'hui dans le musée. Bien, exactement. C'était un travail de plusieurs années parce qu'on s'entend qu'il y a 2 mètres de vase qui recouvrait toutes les pages du navire le Machot. Donc, un travail colossal pour aller récupérer les pièces qu'on peut découvrir dans le musée aujourd'hui. Puis l'ouverture du musée est seulement en 1985. La Gaspésie, une terre riche en histoire, marquée par les premiers peuples, l'immigration induite par la pêche commerciale et autres grands mouvements migratoires de l'histoire, ainsi que par les combats qui s'y sont déroulés. Si vous avez la chance d'y venir, voici un petit aperçu de ce qui vous attend.
Avouez que ça donne le goût. Puis en plus, il y a plein de choses dont je vous ai même pas parlé. Mais ça va être à vous de le découvrir.